Vous êtes dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Soyez les bienvenus, voici les titres de ce journal. La colère des exploitants agricoles de Camargue. Ils étaient plus de 300 en tracteur ou en camion, accompagnés de plusieurs centaines de moutons pour défendre l'agriculture provençale. Les intermittents dans la rue, les professionnels du spectacle ont manifesté à Montpellier et Marseille notamment pour protester contre la mise en cause de leur statut. Un TGV sur 10, c'est la moyenne des retards en France, une proportion bien plus grande à Marseille où plus de 20% des trains à grande vitesse sont en retard, aux grandes dames des voyageurs. Et puis, dis-moi comment tu écris et je te dirai qui tu es. Nous avons analysé l'écriture des candidats au municipal à Marseille avec un graphologue et vous le verrez, il y a des points communs et des différences entre chacun d'entre eux. Mais tout d'abord donc la colère des exploitants agricoles de Camargue. Ils étaient plus de 300 en tracteur, en camion, accompagnés de plusieurs centaines de moutons pour défendre l'agriculture provençale à l'appel des syndicats agricoles. Le cortège est parti d'Arles en direction de Nîmes. Cette opération escargot a bloqué la circulation sur l'A54 pendant une bonne partie de l'après-midi. Les manifestants dénoncent les orientations du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, notamment en ce qui concerne les négociations actuelles sur la PAC. Aujourd'hui, on manifeste parce que le ministre Le Foll a complètement sacrifié la riziculture. Aucun soutien à la nouvelle réforme de la PAC qui arrive. Donc on sait qu'on ne pourra plus faire de riz. Et dans notre espace camarguais, si on ne fait pas de riz, on ne peut plus rien faire. On a besoin d'économie en France, on a besoin d'emplois. Et donc la riziculture aujourd'hui, c'est 2000 emplois, directs et indirects. Donc on veut de l'économie. Autre manifestation, celle des intermittents du spectacle. Là aussi, un appel national. Ils se sont rassemblés aujourd'hui dans toute la France et notamment à Montpellier devant la direction régionale des affaires culturelles. Autre manifestation, toujours des intermittents du spectacle à Marseille. Des manifestations pour la défense des droits sociaux et contre la décentralisation de la culture. Blandine Marmichère. Face à face entre la police et les intermittents du spectacle ce matin. Toujours déterminés, ils étaient 500 à manifester pour la culture. Le cortège est parti de l'Opéra, la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille, où le socialiste Patrick Menucci officie. Les gens du spectacle vivant, du théâtre, ils vont avoir 2-3 jours de représentation qui sont payés pour peut-être 10 jours de travail et ils vont en avoir 8 qui ne sont pas pris en compte par l'employeur. Et effectivement, c'est se substitue au régime d'intermittence, ce qui n'est pas bon d'ailleurs. Donc effectivement, il faut le réformer. Il y a beaucoup de choses à corriger dedans, mais il faut qu'il perdure parce que s'il ne perdure pas, il n'y a plus de spectacle. Une délégation a pénétré dans les locaux afin de faire entendre leurs revendications sous des gaz lacrymogènes. Il y a même eu un enfant qui a été projeté au sol d'une manière très violente. On trouve ça inadmissible, d'autant plus que cette manifestation était programmée, autorisée. Il s'agit de la marche pour la culture qui a lieu aujourd'hui même dans toute la France. Voilà. Après un sitting des manifestants, la délégation a été reçue par Patrick Menucci. Il s'est engagé à transmettre au gouvernement leurs revendications concernant le budget et l'avenir de l'année culturelle. Une mobilisation qui ne faiblit pas, puisque 2 autres actions sont prévues les 13 et 20 mars prochains. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des Marseillais d'origine comorienne. Ils étaient environ 300 à manifester dans le centre-ville. 38 ans après l'indépendance de l'archipel, ils réclament la levée du visa Balladur, un document administratif qui les empêche de circuler librement entre les 4 îles des Comores et qui leur interdit l'accès à Mayotte. Sidonie Caneto. Un drapeau comorien déployé porte d'Aix marque le rassemblement de la communauté. Plus de 80 000 Comoriens vivent à Marseille, 2 fois plus qu'à Moroni, la capitale de l'archipel. Un archipel amputé lors de l'indépendance de Mayotte, restée française. Le visa Balladur de 1995 empêche les Comoriens d'entrer sur l'île. Le visa Balladur, c'est, si vous voulez, la transposition du mur de Berlin en Comores, quoi. C'est une façon de balkaniser les îles. Ce n'est pas un rattachement de Mayotte à l'Union comorienne qu'il demande, mais l'ouverture de la frontière afin d'éviter les tentatives d'immigration clandestine. Ils sont plusieurs centaines à périr en mer dans des radeaux de fortune. Des petits bateaux qui n'ont pas à normes, qui se cassent entre les 2 îles et tout le monde meurt dans la mer. La France désire refonder les liens historiques entre les 2 pays. L'ouverture de la frontière serait pour les Comoriens un premier pas dans ce sens.
Direction le Gard à présent avec cette question. La cour d'appel de Nîmes est-elle réellement sauvée? Alors que le 25 février dernier, devant le Sénat, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait laissé entendre que l'institution judiciaire vivrait, les magistrats, eux, restent vigilants. Le rapport de la commission Marchal préconise sa fermeture. Cette cour d'appel couvre les tribunaux de l'Ardèche, du Gard, de la Lozère et du Vaucluse, des secteurs qui seraient couverts par les cours de Montpellier, Aix-en-Provence et Lyon si cette fermeture se confirmée. Le justiciable perdra en termes d'éloignement de son lieu de justice et en termes de délai aussi, puisqu'à l'heure actuelle, la Cour rend ses décisions dans des délais qui sont en dessous de la moyenne nationale, alors que si les contentieux sont reportés sur des cours hyper encombrés comme Aix ou comme Montpellier, les délais de rendu des décisions, au lieu d'être à moins d'1 an, voire 8 mois des fois, seront à 3-4 ans. Autre titre avec cette information que vous avez peut-être lue ou entendue hier, un TGV sur 10 est en retard. C'est le résultat d'une enquête menée par le Parisien aujourd'hui en France. Et justement, les lignes les plus touchées par les retards sont celles qui arrivent ou qui partent de Marseille. Le record, c'est la ligne Lille-Marseille avec 27% de retard sur les TGV. Justement, Karine Palmy et Sarah Lantuéjoul sont allées à la rencontre des voyageurs de la gare Saint-Charles pour connaître leur avis sur la question. Donc le TGV, je le prends le moins souvent possible pour éviter justement d'être en retard, d'avoir les retards. Une fois sur 3 où je le prends, il y a un retard. Ma petite nièce qui vient de Paris, elle devait arriver à 15h36 et là il y a un retard, elle arrive à 15h52 je crois. Et puis voilà, alors donc j'ai garé la voiture, j'en ai pour une petite somme. Effectivement, toutes les semaines il y a beaucoup de retard, surtout sur les grandes lignes. Donc toutes les semaines je suis habituée, au moins une demi-heure, voire 1 heure de retard. Il était à l'heure. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, c'est une contre-performance. Voilà, d'habitude ils sont en retard, en tout cas aujourd'hui ils étaient à l'heure. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-11 avant le premier tour, à droite comme à gauche, les candidats à l'élection de Montpellier s'étaient donné le mot aujourd'hui pour appeler les électeurs aux urnes. En 2008, le taux de participation avait dépassé de peu les 53%. Cette fois, la mobilisation pourrait peut-être être forte. Olivier Roiran. Moi je suis là, on peut tout à fait discuter de ce que tu as dit. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont discutables. Chacun sa méthode, mais l'heure est à la mobilisation générale. Tenter de convaincre dans une campagne des municipales qui ne passionne pas vraiment les électeurs. Côté socialiste à Montpellier, on envoie les députés candidats au contact du public. Un programme, des propositions et un message. Je trouve que le pire, c'est de se considérer que dans ce climat ambiant, sa voix compte pas, que rien ne peut changer, et que finalement les 23 et 30 mars, je ne décide pas et je laisse les autres le faire à ma place. Nous venons ici à la rencontre, des fois dans un climat très dur, vous le voyez, mais c'est ça la politique, moi ça ne me fait pas peur, pour dire aux gens, prenez votre destin en main. Les élections municipales, c'est s'occuper de votre quotidien, la voirie, la propreté, l'école, les maisons de retraite. Et à droite, au même moment, à 30 mètres de là, l'UMP fait une conférence de presse. Une tête de liste face au journaliste qui déroule son programme avec un long paragraphe sur la sécurité après l'agression d'une colistière. Mais le message général reste le même. Il faut mobiliser. C'est ce que j'ai dit hier soir dans les quartiers. Je leur ai dit, écoutez maintenant, emparez-vous de cette élection. Cette élection, il est indispensable que ce soit la vôtre, que ce soit l'élection de la vérité et qu'on cesse avec ce qui est en place depuis longtemps et qui fait que ce sont toujours les mêmes qui sont asservis, que l'on alimente à la veille des élections. Je n'ai pas parlé de logement social, mais c'est pire. 11 jours avant le premier tour des municipales, la campagne s'accélère et de nouveaux sondages devraient être publiés dans les prochains jours pour Montpellier et pour Béziers. Et à propos de sondage, justement, le sondage de Béziers, selon l'enquête d'opinion de l'Institut CSA pour Orange, Le Figaro et BFM TV, Robert Ménard arriverait en tête au premier tour avec 37% des intentions de vote contre 35% pour Elie Abou. Au deuxième tour, c'est le député UMP qui l'emporterait face à l'ex-président de Reporters sans frontières avec 3 points d'avance. On s'intéresse maintenant à Marseille avec une approche un peu plus originale de la campagne. Nous avons cherché à mieux connaître les principaux candidats en analysant leur écriture. Tous ont accepté de jouer le jeu et de passer sous l'œil expert d'un graphologue. C'est un reportage de Romain Péric.
On dit que l'écriture est révélatrice de la personnalité. La graphologie est une technique utilisée par certains pour départager des candidats pour un poste souvent à responsabilité. Nous avons donc réalisé une petite expérience auprès des prétendants à la mairie de Marseille, sous l'œil d'un spécialiste. De gauche à droite, commençons par le tête de liste Front de gauche, Jean-Marc Coppola. Quelqu'un qui a une volonté de simplification, qui veut parfois aller un petit peu trop vite, qui a plus de synthèse que d'analyse dans certains dossiers, mais qui est direct et qui a de la combativité, qui croit à ses idées. Passons ensuite à Patrick Menucci, tête de liste du Parti socialiste. C'est une écriture qui est très positive dans le sens où on voit de l'adaptabilité, qui est bien relayée par du pragmatisme, une très grande capacité de travail, de l'implication, de la constance et de la persévérance. Le tour maintenant à Pape Diouf, chef de file sans étiquette. Ce qu'on peut dire, c'est un instinctif, quelqu'un qui a une volonté de rester dans le concret, avec beaucoup d'énergie. Justement, le côté un petit peu plus négatif, ce serait un manque de recul émotionnel. Puis le maire UMP sortant, Jean-Claude Gaudin. Une capacité à séduire qui est évidente, un très bon sens de la communication, quelqu'un qui sait assumer ses propres contradictions, une certaine solidité, une capacité à décider rapidement, et aussi une volonté de matérialiser son idéal et des idées supérieures. Enfin, Stéphane Ravier, numéro 1 du Front National Marseillais. Un sens analytique très poussé, mais donc en contrepartie un manque de synthèse et de hauteur de vue. Beaucoup d'ambition dans cette écriture, la volonté de se mettre parfois en avant, et une rigidité possible et de l'intransigeance. Un point commun de tous les candidats est qu'ils fonctionnent tous sur le plan émotionnel et ont tous l'ambition d'apposer leur signature au pied des documents officiels de la mairie de Marseille. Bien sûr, la graphologie n'est pas une science exacte, mais reste néanmoins reconnue. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Anna Roseau. Jean-François Copé demande la démission de la garde des Sceaux. Selon le président de l'UMP, la ministre était bien au courant des écoutes visant Nicolas Sarkozy. Christiane Taubira qui a très vite réagi à la sortie du Conseil des ministres. Non, je n'ai pas menti. Et j'ai bien entendu que depuis quelques jours et essentiellement depuis 24 heures, des parangons de vertu et de justice demandent ma démission. Alors je leur réponds aussi tout de suite, non, je ne démissionne pas. Une journée pour 100 000 €, beaucoup en rêve, Dominique de Villepin l'a fait. C'est en tout cas ce que révèle hier le quotidien britannique The Telegraph. L'affaire remonte à septembre dernier. L'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères aurait fait son grand retour au Quai d'Orsay pour une journée, après 20 ans d'absence. Objectif, percevoir son bonus de retraite. Une démarche qui n'a rien d'exceptionnel pour le Quai d'Orsay, mais qui fait désordre à l'heure où le ministère des Affaires étrangères doit se serrer la ceinture. 86 tonnes de cannabis saisies en 2013, c'est 3 fois plus qu'en 2012. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse à Bercy, Pierre Moscovici, ministre de l'économie, s'est félicité des bons résultats enregistrés par les douanes. Les saisies de cocaïne ont-elles quasiment doublé, de 4,6 tonnes en 2012 à 7,2 en 2013. Plus flagrant encore, le cat, ces feuilles hallucinogènes venant d'Afrique, dont la saisie est 10 fois supérieure à celle de l'année précédente. Et la contrebande n'est pas en reste, plus 65%, soit 7,6 millions d'articles contrefaits ont été découverts en 2013.